L'Observatoire pour la performance de l'école nigérienne a ouvert ce matin au Palais des Congrès la 5e édition du Salon international de l'éducation et de la formation. Et puis dans ce journal, vous aurez les échos sur les travaux qui se poursuivent normalement à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Jamais une négociation n'aurait autant retenu l'attention au Niger. Les négociations entre l'État du Niger et le groupe Areva ont abouti hier à la signature d'une convention respectant la loi minière 2006. Le nouvel accord pourrait faire rentrer près de 20 millions d'euros par an dans les caisses de l'État. Enjeu politique du président Issoufou, vivement salué par Denis Epoté de TV5 Monde sur Afrique Presse de RFI ce matin. On l'écoute. Aussi que, comme le disait Luc Oursel lui-même, le fait qu'il soit venu à Niamey est un signe de décrispation après ces 3 mois de blocage. Mais je pense aussi qu'à Areva, on semble avoir compris que contrairement à Tandja, Issoufou sait de quoi il parle. Il connaît la maison de l'intérieur, il a été ingénieur à Areva avant d'entamer sa carrière politique. Et on ne peut pas d'un côté lui opposer le fait qu'on ne veuille pas appliquer la nouvelle taxation qui rapporterait, comme vous le disiez, 20 millions d'euros au Niger, et dans le même temps engager des financements pour acquérir une mine en Namibie. Ça n'a pas de sens. Et au Canada. Et au Canada. Issoufou a une très belle carte, je crois, dans la Manche. C'est que Areva a des prétentions sur une 3e mine, la mine d'Imouraren, qui est très convoitée par les Chinois. Et Areva sait aussi ce qu'elle doit à Issoufou dans la libération des otages. Et Paris, dans le dispositif sécuritaire, c'est aussi ce que Niamey représente dans ce dispositif sécuritaire au Sahel, avec notamment la présence des drones à Niamey. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la 5e édition du Salon international de l'éducation et de la formation organisé par l'Observatoire pour la performance de l'école nigérienne Open Niger est placé sous le thème « Mise en œuvre des objectifs de l'éducation pour tous en Afrique ». État des lieux, enjeux et perspectives pour le programme post-2015. Compte rendu Murtala Zouberou et Idrissa Mahaman. Mise en œuvre des objectifs de l'éducation pour tous en Afrique, état des lieux, enjeux et perspectives pour le programme post-2015. Sur le thème de cette 5e édition du Salon international de l'éducation et de la formation organisé par l'Observatoire pour la performance de l'école nigérienne Open Niger, avec les membres du cadre de concertation de la société civile active en éducation au Niger. L'Observatoire est soutenu par les différents partenaires œuvrant dans le domaine éducatif. Ce salon se veut un cadre d'échange et de débat sur l'évaluation des acquis des programmes nationaux initiés pour l'atteinte des 6 objectifs de l'éducation pour tous et dégager des perspectives communes pour le programme post-2015. Le salon de l'éducation et de la formation, vous le savez, vous qui étiez là en 2012, que c'était une recommandation forte qui avait demandé d'en faire un salon international. Vous et nous étions convaincus que le Niger, notre pays, est capable de devenir le cœur des réflexions sur l'éducation et la formation. Prenant la parole, le président du cadre de concertation des organisations de la société civile en éducation au Niger a tout d'abord remercié les autorités nigériennes ainsi que les différents partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce salon international avant de revenir sur le forum de l'éducation tenu à Dakar en 2002. Pour notre part, au Niger, les organisations regroupées au sein du cadre de concertation des OSC actifs en éducation n'ont ménagé ni leur temps, ni leur intelligence, ni leur savoir-faire et ni leur carnet d'adresse
pour accompagner notre État afin qu'il puisse être au rendez-vous de 2015. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine de l'éducation, mais il reste encore beaucoup. Et ce qui reste à faire, ce n'est ni la faute du gouvernement, ni la faute des partenaires techniques et financiers, ni la faute des organisations de la société civile, mais c'est notre faute à tous. Parce que chacun de nous doit œuvrer pour que l'éducation soit une réalité. Procédant à l'ouverture officielle de ce salon international, la ministre de l'Enseignement primaire et de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, après avoir détaillé les 6 objectifs de l'éducation pour tous, est par la suite revenue sur la réalisation de ces objectifs à l'horizon 2015. Comme vous le savez, la pleine réalisation de ces 6 objectifs de l'EPT à l'horizon 2015 reste encore un défi pour la plupart de nos pays. C'est pourquoi, en ce qui concerne le Niger, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issouf Mahamadou, a formulé de grandes ambitions pour le système éducatif nigérien, traduites par le gouvernement de la 7e République à travers le programme sectoriel de l'éducation et de la formation sur les 10 prochaines années. Ce salon international qui a vu la présence des pays comme le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo, et qui durera 3 jours, permettra sans doute aux participants de poser le débat autour des problématiques de l'éducation au Niger et en Afrique en général. La visite des différents stands par la ministre a mis fin à la cérémonie. Je le disais dans les titres, à l'Assemblée nationale, les travaux se poursuivent normalement. Ce matin, les élus nationaux ont examiné et adopté 6 projets de loi en présence du ministre de l'Équipement. Le compte-rendu est signé Mariama Soumana. L'examen et l'adoption de ce projet de loi sont inscrits à l'ordre du jour des travaux à l'Assemblée nationale, ouvert par le vice-président avec l'examen et l'adoption du projet de compte-rendu sommaire de la séance précédente. Les députés ont ensuite examiné le projet de loi autorisant la ratification de la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ce projet a été adopté avec 71% de voix pour, 0 contre et 14 abstentions. Après cela, les élus nationaux ont passé à l'examen du projet de loi autorisant la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique adoptée le 29 octobre à Nagoya, au Japon. Après discussion, les députés ont adopté à l'unanimité le dit projet. S'en est suivi l'examen du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement des Émirats arabes unis pour des services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs, signé à Dubaï le 28 juin 2013, un projet voté à l'unanimité. La plénière a également examiné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux opérations de recherche et sauvetage des aéronefs en détresse entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé le 20 novembre 2011 à Alger. Ce projet de loi a été adopté avec 61% de voix pour, 0 contre et 9 abstentions. Ils ont ensuite examiné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse signé le 3 décembre 2013 à Niamey entre la République du Niger et la République islamique de Mauritanie. Un projet adopté avec 69% de voix pour, 0 contre et 5 abstentions. Enfin, les élus nationaux ont examiné la loi autorisant la ratification de l'accord de coopération technique entre le Niger et la Tunisie, signé le 7 novembre 2012 à Niamey. Après discussion, ce projet de loi a été voté à l'unanimité. En somme, les travaux se sont bien déroulés, même si quelques problèmes demeurent. Depuis la reprise donc, de nos travaux, nous avons adopté un nouveau calendrier qui nous permet d'adopter une moyenne de 6 lois par jour. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est des lois en tout cas qui portent sur les priorités que le gouvernement lui-même a fixées et a demandé donc à l'Assemblée
de voter des textes selon ses priorités. C'est pourquoi, entre hier et aujourd'hui, et même demain, c'est surtout des lois de ratification que nous sommes en train d'adopter. Et vous avez vu tout à l'heure, le gouvernement a envoyé un autre projet de loi, en fait, demandant à l'Assemblée de l'autoriser, n'est-ce pas, à légiférer pendant la période d'intercession. Donc nous allons clôturer la session. Il y a toujours des velléités de blocage qui continuent du côté de l'opposition. Le ministre de l'Équipement a d'abord, au nom du gouvernement, remercié les élus nationaux pour le travail abattu avant de souligner l'importance de toutes ces lois pour le Niger. Par d'autres portes. Je pense que l'équipement qui a été installé, c'est un puissant outil et avec l'expertise des techniciens de la place, je pense que c'est un puissant outil qui permettra à notre pays d'être sécurisé par rapport aux pillages qui ont été faits, qui ont été soulevés tout à l'heure. Les travaux reprendront demain matin avec notamment l'examen et l'adoption d'autres projets de loi. Suite aux récents événements, notamment les manifestations des étudiants, la situation politique actuelle qui prévaut dans notre pays et la signature de l'accord entre Areva et l'État du Niger, le président du collectif indépendant pour la consolidation et la promotion de la démocratie a tenu à s'exprimer. Il condamne fermement l'attitude des députés de l'opposition tendant à ralentir le processus démocratique. On l'écoute. Partie du climat un peu tendu au sein de l'Assemblée nationale, mais notre vision et notre contribution dans l'intérêt supérieur de notre pays est celle qui consiste à sauvegarder le maximum les libertés fondamentales et individuelles de l'ensemble de la population nigérienne en tant que défenseur des droits de l'homme et tout simplement en tant qu'acteur de la société civile. Nous avions appris sur certaines ondes que les uns et les autres parlent de la crise au Niger. C'est le lieu de souligner qu'il n'y a pas de crise ici politique au Niger, il n'y a pas de crise institutionnelle. Je me justifie. Parce que les institutions de la République, si vous prenez la présidence aujourd'hui, elle fonctionne normalement. Au niveau de la primature, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, le fonctionnement est normal. Même au niveau de l'Assemblée, c'est à ce niveau qu'il y avait eu un blocage du fait du renouvellement du bureau. Et même à ce niveau, il y a une crise, mais on peut déceler là où elle a commencé. C'est une crise au sein de l'Assemblée, mais même au sein de l'Assemblée, c'est une crise qui concerne un groupement et un groupe parlementaire. Donc à ce niveau, je ne pense pas de la façon dont les uns et les autres sont en train de vouloir faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que le Niger est en crise. Cela est archi faux et faux parce qu'aujourd'hui, il y a une relation consacrée par les lois institutionnelles de la République qui fonctionne normalement entre, par exemple, la présidence et le gouvernement, entre le gouvernement et l'Assemblée, entre les autres composantes de l'entité démocratique et le pouvoir judiciaire. Je pense que le fonctionnement de ce point de vue est normal. Cependant, ce qu'il faut encore retenir, c'est au moment où il y avait eu ces petits blocages qu'un certain nombre des militants, ou je vais dire une certaine catégorie de la société civile qui fait partie de celles qui voulaient agiter les âmes de nos paisibles citoyens pour dire qu'il y a crise, ils vont lancer une agitation permanente. Je pense que l'objet autour duquel les uns et les autres ont voulu lancer l'agitation permanente a été définitivement, à mon entendement, réglé. Un des objectifs donc du programme de Renaissance avait été pris en compte, celui qui consiste à créer les conditions pour que les institutions de la République soient fortes et crédibles. Aujourd'hui, si le fonctionnement de l'Assemblée nationale a été rétabli et que les députés sont en train de travailler, c'est dû tout simplement à la crédibilité de nos institutions qui est un des objectifs contenus dans le programme. Intervention que vous suivrez d'ailleurs en partie magazine de ce journal. Cela dit, le ministre de l'Agriculture a visité hier plusieurs sites de construction de digues de protection des périmètres rizicoles de la région de Tillabéri et de Niamey.
Abdoulabo est allé constater l'état d'avancement des travaux sur les 10 sites. Isdor Banaba et Jamilou Oumar. Les périmètres rizicoles ont connu ces 2 dernières années des inondations répétitives. Un phénomène lié à la vétusté des infrastructures des périmètres dont la plupart datent de plus de 30 ans. Pour endiguer le phénomène, le comité interministériel de prévention et de gestion des inondations a élaboré un programme d'urgence prioritaire de protection des populations à risque et des cultures dans 5 régions du Niger que sont Agadez, Difa, Dosso, Niamey et Tillabéri. Ce programme d'urgence qui consiste à colmater les brèches et à relever le niveau des digues de protection a déjà démarré dans toutes les régions concernées. C'est justement pour s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux et des difficultés rencontrées par les entreprises chargées d'exécuter les travaux que le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur les sites de Ndunga 1 et 3 et de Liboré. Constat, le taux d'exécution des travaux est respectivement de 36% et de 32%. De quoi satisfaire le ministre de l'Agriculture. L'impression qui se dégage, c'est vraiment une espèce de satisfaction. 2 années de suite qui ne sont pas arrivés à produire pendant les campagnes d'hivernage. Le gouvernement a décidé qu'il n'y aura pas de 3e campagne d'hivernage sans culture. C'est pour ça que nous nous sommes attelés à mener certains travaux confortatifs. Comme par hasard, on est à 33%. On a donné 30%, on est à 33% des travaux. Donc c'est vraiment encourageant. Le périmètre risicole de Ndunga 1 a une superficie de 268 hectares et emploie environ 1266 chefs de famille, avec une production moyenne de 8,5 tonnes par hectare. Ndunga 2 emploie 478 chefs de famille, avec un rendement moyen de 8,5 tonnes par hectare. Quant au périmètre risicole de Liboré, 1064 chefs de famille y travaillent sur une superficie de 243 hectares. L'enjeu est donc de taille. Dès lors, la question liée au respect du délai fixé se pose. Mais le directeur général de l'ONAHA rassure. Et par rapport au délai qui nous a été fixé, donc de 2 mois pour terminer ces travaux, nous sommes déjà à plus de 33-35% de réalisation des travaux. Ça, il y a 2 jours de cela et les travaux continuent. Et nous avons consommé seulement 15 jours sur les 2 mois. Donc, et vous voyez, quand on fait la corrélation au niveau du pourcentage de travaux réalisés, on se rend compte que nous sommes légèrement en avance par rapport justement au délai. Et nous pensons, avec le rythme que nous sommes en train d'imprimer sur les chantiers, que nous pouvons terminer ces travaux, Inch'Allah, avant la fin de ce délai et ainsi sécuriser les périmètres. Parce que c'est ça l'objectif principal. Après la région de Tillabéri, le ministre et sa délégation sont allés sur les sites de construction de la digue de Courtiéré, située sur la sortie sud de Niamey. Ensuite, au niveau des sites des travaux de rehaussement de la digue en remblai latéritique du quai d'embarquement du pont Kennedy. Là, des difficultés liées à la réticence des populations bénéficiaires subsistent. Donc, si vous nous amenez la preuve que ça vous appartient, oui, effectivement, vous avez raison, on va vous indemniser. Mais pour le moment, vous ne nous avez pas amené la preuve. Donc, amenez-nous, si vous avez cette preuve-là, même demain, vous pouvez aller, puis c'est un papier, vous allez prendre et puis voilà le papier. La loi prévoit que cette zone-là fait partie du domaine public. C'est une longue histoire, vous déposez votre plainte légalement. Les travaux de tous ces sites ont démarré dans le mois de mai. Le délai imparti est de 2 mois, c'est-à-dire avant l'installation proprement dite de la saison des pluies et de la crue du fleuve Niger. Le ministre de l'Équipement, accompagné d'une forte délégation, s'est lui rendu hier dans le Mékrou. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la route Tapoua-Saïr, une route qui vient d'être d'ailleurs achevée. Le compte-rendu est signé Omar Manga et Ibrahim Idi. Enfin, une réalité. La voie promise et tant attendue par les populations de la zone du Mékrou est réalisée.
Reliant le Gourbi et la Tapoua sur une distance de 92 km, cette voie aménagée permettra de faciliter et de décongestionner la circulation routière. C'est donc pour constater de visu la réalisation des travaux que le ministre de l'Équipement Ibrahim Nomaou a effectué ce déplacement accompagné de plusieurs autorités. J'ai trouvé à ce moment-là un chantier carrément abandonné où rien ne marchait. Aujourd'hui, nous sommes venus en tout cas voir de visu ce qui a été fait de cette première visite à aujourd'hui. Et on peut aujourd'hui s'en féliciter réellement, puisque vous voyez, nous sommes aujourd'hui à la Tapoua et le bitumage est carrément arrivé à la Tapoua. La promesse a donc été honorée, le Gourbi et la Tapoua sont désenclavés. Que du bonheur pour les populations. C'est vrai que sur ce chantier, nous avons pensé qu'il allait être terminé en mars, mais bon, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous sommes à terme de l'axe principal et nous pensons qu'ils mettront tout en œuvre pour que ce qui devrait être corrigé le soit, avant en tout cas peut-être le début des grandes pluies. Donc voilà en tout cas ramasser ce que je peux dire par rapport à la visite aujourd'hui que je viens de faire. Et je suis satisfait de voir quand même qu'il y avait eu des efforts de part et d'autre et que les efforts ont payé. Et c'est ça qui me rend en tout cas, que je rentre en tout cas satisfait de cette visite que j'ai eu à faire aujourd'hui. Cette belle œuvre vient ainsi de renforcer la beauté de ces localités touristiques qui font la fierté du Niger. Il convient donc aux populations d'en prendre soin, ainsi que les usagers. Autre aspect de ce journal, des étudiants ivoiriens étaient ici à Niamey pour passer un examen à l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ECKE. Au terme de leur séjour, les candidats repartent confiants et gardent de bons souvenirs du Niger. N'est-ce pas, Isdor Banaba? C'est par un déjeuner que les étudiants ivoiriens venus passer l'examen pour l'obtention du diplôme de licence des sciences techniques, comptables et financières de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE ont fait leur au revoir au peuple nigérien. Ils étaient une quarantaine d'étudiants à la quête de ce parchemin reconnu par le CAMES. Selon ces étudiants, les épreuves ont été globalement abordables. Mieux, ils gardent d'ailleurs de bons souvenirs de cette première petite expérience en terre nigérienne. Le séjour à Niamey a été très bon, je peux dire très fructueux. Nous sommes arrivés le 13 mai à Niamey. On a été chaleureusement accueillis par le directeur de l'ESCAE de Niamey qui a mis des moyens à disposition, des bus pour nous transporter, nous aller au Hôtel Sahel. Nous avons passé nos examens de fin d'année dans de meilleures conditions. Le séjour à Niamey est très bon. Nous partons avec un peu de regret, mais quel que soit la beauté d'une chose, il faut toujours mettre fin. Nous disons merci à la direction de l'ESCAE, merci au peuple nigérien qui nous a accueillis. Nous avons vraiment été bien reçus par la direction de l'ESCAE. Nos conditions d'hébergement ont été faciles. Tous les moyens logistiques ont été mis à notre disposition. Et le climat aussi, bon, a été un peu, je dirais, voilà, un peu trouble. Mais bon, on s'est adapté. Mais en tout cas, nous sommes très fiers de porter les couleurs de l'ESCAE. Parce qu'effectivement, nous sommes aussi étudiants de l'ESCAE. Les examens ont été plutôt abordables. Et nous espérons que la majorité des personnes ici feront un 100%. Voilà. Et en tout cas, nous disons merci vraiment aussi aux étudiants nigériens qui nous ont bien reçus. Par ces examens, l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises montre ainsi qu'elle a une renommée internationale avec des diplômes compétitifs sur le marché international de l'emploi. La correction des épreuves se fera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et les résultats sont attendus en juin, ici même à Niamey. Dans nos régions, commémoration ce matin à Maradi du 10e anniversaire du décès de Sarkin Bouzou dans Zabadi, les membres de sa famille ainsi
que les habitants de Maradi lui ont rendu hommage à la grande mosquée de Maradi. Compte rendu Alzouma Seyni Soumaïla. Pour le repos de l'âme de feu Maman Sani Kouré dit Bouzoud Anzambadi, chef de province de Maradi de 1947 à 2004, c'est l'unique raison de ce rassemblement à la grande mosquée de Maradi qui a réuni la famille du défunt et les populations de Maradi. Une prière pour Bouzoud Anzambadi, considérée comme un devoir moral et une obligation collective pour tous les habitants de Maradi. Nous sommes donc à la date du 27 mai 2014, 10e anniversaire du décès de Alaï Mahaman Sani Bouzoud Anzambadi, chef de province de Katsina de 1947 à 2004. Cette commémoration est célébrée par la prononciation d'une fatia aujourd'hui à la grande mosquée Kangiwa de Maradi. Et évidemment, comme je l'ai dit tantôt, c'est aussi une fierté pour nous de rassembler tous ceux que vous connaissez, tous ceux qui sont princes dignitaires de Katsina, de la descendance d'Ankasawa. Cette descendance d'Ankasawa qui a vu le jour de 1808 à nos jours et que nous continuons à gérer. Cette descendance qui correspond à une dynastie exemplaire que nous conservons jalousement et que nous ne voulons pas que ça fasse défaut. Alors, nous avons commémoré le 10e anniversaire. C'est pour immortaliser, n'est-ce pas, le défunt Bouzoud Anzambadi. Enfin, en un mot, je vais vous dire que Serki Bouzou nous a tout dit. Serki Bouzou nous a tout fait. Ça veut dire que c'est significatif. À tous ceux qui ont assisté, vraiment c'est un grand merci. Ils vont voir à travers le visage des dignitaires notre fierté morale, notre fierté physique et notre fierté à travers le monde qui nous a entourés et à travers la confiance et l'honneur qu'on attribue aux défunts. 10 ans après sa mort, Bouzoud Anzambadi reste encore dans le cœur des populations de Maradi et cette prière qui lui rend hommage traduit bien leur attachement aux valeurs traditionnelles de la région de Maradi. Cérémonie de lancement de la fibre optique de l'axe Konni, Maradi, Zender. C'était le samedi dernier à Zender. Ces 3 localités sont désormais couvertes par l'Internet haut débit. Compte rendu, Moussa Adamou Garba. C'est le ministre d'État, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique qui a présidé cette cérémonie de mise en route de la fibre optique. Au cours de la cérémonie qui a vu la présence de la ministre déléguée de l'aménagement du territoire, des autorités administratives et coutumières locales et plusieurs autres invités, plusieurs allocutions ont été prononcées, entre autres celle du gouverneur de la région qui s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet titanesque qu'il met à l'actif du programme de renaissance du président de la République. Ce fut au tour du ministre d'État de se prononcer sur le processus qui a abouti à cette cérémonie de lancement. Il vous souviendra que le 20 novembre 2012, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, lançait à Konni les travaux de pose de la fibre optique de la Sonitel sur les tronçons Konni-Maradi-Zender, Konni-Tawa et Maradi-Daïssa, frontière Nigeria. Aujourd'hui, 24 mai 2014, nous voici par la grâce d'Allah, réunis dans cette majestueuse et historique ville de Zender pour procéder à l'inauguration officielle de la mise en service de ces tronçons dont les travaux viennent de prendre fin à la grande satisfaction des parties contractantes. Je nomme ici la Société nigérienne de télécommunications solitaires et la Société Elswedi électrique. Honorables députés, mesdames et messieurs, la liaison de la fibre optique qui sera activée dans quelques instants fait partie des grandes infrastructures du programme de renaissance pour le Niger
fait partie du programme de la Renaissance pour le Niger de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le coût global de réalisation de cette infrastructure technologique d'une longueur de 745 km et de 9 972 440 €, soit environ 6 541 491 825 francs. Les travaux de pose de cette fibre optique ont permis la création de 160 058 emplois temporaires et la distribution de plus de 702 430 000 francs CFA au titre de rémunération des employés et des indemnités de dédommagement versées aux propriétaires terriens. Comme vous pouvez le constater, la réalisation de cette importante infrastructure a pleinement contribué non seulement à la création des emplois et partant à la réduction de la pauvreté, mais aussi et surtout à contenir l'exode rural de notre jeunesse. Ainsi donc, le rêve devient réalité. La connexion haut débit de la fibre optique est désormais opérationnelle. La Sonatel entend par la même occasion mettre tout en œuvre pour viabiliser ce nouvel outil de communication. Un mot de culture dans ce journal. Le groupe musical Tal National a offert hier soir un dîner de presse dans les jardins du ministère de la Culture. Objectif, faire part au public nigérien de son classement parmi les 10 meilleurs orchestres du monde par le journal américain The New York Times. Moudi Moussa et Sambo Zamo. La grande nouvelle du récent classement de l'orchestre Tal National parmi les 10 meilleurs orchestres à l'échelle mondiale par le célèbre journal américain The New York Times ainsi que d'autres structures de renommée internationale, telle est la principale motivation de ce dîner de presse organisé à l'initiative du dit orchestre. Une prouesse, la première du genre jamais enregistrée dans l'histoire de la musique moderne nigérienne et que le dit groupe n'a pas voulu laisser passer sous silence. Avant que New York Times, n'est-ce pas, ne nomme Tal National parmi les 10 grands groupes, c'était le média international RFI qui a esquissé le pas en disant que avant que Tal National ait été une surprise pour l'année 2013, l'album Kani maintenant est un album international. Alors qu'à l'origine, nous ne l'avons pas fait en tant qu'album international. Nous étions partis juste un album tout naturellement, un album national. Alors ça a pris un peu d'ampleur. Ils ont acquis ça aux États-Unis et tout naturellement, ce qui touche les États-Unis, ça touche le reste du monde. Ça a touché la France et maintenant RFI a déclaré que l'album national est dans rfimusic.com. Donc ce qui fait que RFI avait commencé. Maintenant New York Times, c'est beaucoup de critères qui ont été faits, qui ont été, n'est-ce pas, de la nomination de l'orchestre national. C'est que nous ne jouons pas, comme vous le savez, la musique robot, nous jouons du live, ce que vous avez entendu dans le CD, c'est ce que vous allez en voir dans le live. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de critères que New York Times s'était appuyé là-dessus pour nous nommer parmi les 10 grands groupes du monde. On a été classé parmi les 10 grands groupes du monde, c'est quelque chose quand même. Rehaussant de sa présence l'éclat de la présente manifestation, le ministre en charge de la culture a de sa part présenté les vives félicitations et encouragements de son département ministériel à l'orchestre Tal National avant de réaffirmer le ferme engagement des plus hautes autorités nigériennes à davantage soutenir la promotion de la culture au Niger. Cette performance est parfaitement méritée quand on sait que cela fait déjà plusieurs années que la renommée de l'orchestre Tal National a dépassé nos frontières. Je dois ajouter aussi que la belle performance-là nous conforte beaucoup dans notre nouvelle vision de la culture. En effet, nous voulons d'une culture élitiste, une culture qui se vende. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que l'Institut national des arts et de la culture sera un véritable gisement d'artistes professionnels pour toutes les filières culturelles, depuis la chanson jusqu'à la peinture, en passant par la sculpture et bien évidemment le cinéma. Alors j'ai saisi cette opportunité pour féliciter vivement l'orchestre Tal National, notre ambassadeur culturel,
Et en même temps, je profite de ce micro pour exhorter les autres artistes pour qu'ils s'investissent davantage dans la création de produits culturels de qualité. En moins de 10 ans d'existence, l'Orchestre Tal National a déjà réussi à se positionner dans le cercle très restreint des orchestres qui comptent à l'échelle mondiale et pour davantage conforter sa stature. L'orchestre a d'ores et déjà annoncé la sortie de son prochain et 4e album au mois de juin prochain. Comme pour dire qu'aux bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Du sport, avant la partie magazine de ce journal, la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, organise sous l'égide de la Fédération internationale de football amateur, FIFA, et la Confédération africaine de football, CAF, un stage de haut niveau à l'attention des arbitres d'élite au stade général Séni Kounché de Niamey. Compte rendu Aïssata Issa Kindo et Issa Hassan. Outiller davantage les arbitres nigériens sur les techniques d'arbitrage afin de leur permettre de diriger les grandes rencontres. Tel est l'objectif assigné à ce stage. Il est initié pour une durée de 5 jours par la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, sous l'égide de la Fédération internationale de football amateur, FIFA, et la Confédération africaine de football, CAF. La FIFA, dans son programme d'assistance à l'arbitrage qu'on appelle le RAP, qui a été institué, je le rappelle, en 2008, qui n'est pas un programme destiné aux Africains tout simplement, à l'arbitrage africain, mais c'est destiné à l'arbitrage mondial. Donc, des réseaux ont été constitués auprès de chaque confédération pour animer et toujours animer, n'est-ce pas, des cours à l'intention, non seulement des arbitres assistants, mais aussi à leurs formateurs locaux. La formation des instructeurs locaux est inscrite dans un programme qu'on appelle le Futuro, mais qui cette année va changer de nom. Le nom Futuro a vécu. Maintenant, on va l'appeler cours régionaux à l'intention des instructeurs techniques et physiques. Nous voulons voir nos arbitres dans toutes les compétitions, dans toutes les grandes compétitions, j'allais dire, de la FIFA et de la CAF. Et nous souhaiterons que ce stage va nous permettre d'améliorer une fois de plus nos talents et que dans les prochains jours, que les arbitres nigériens soient désignés pour la compétition qui va venir. Le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports a salué l'excellence de la coopération qu'entretiennent la FENIFOOT, la FIFA et la CAF avant d'encourager les stagiaires. C'est une grande occasion de féliciter la Confédération africaine de football, la Fédération internationale de football et la FENIFOOT qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue du présent stage. En effet, la Confédération africaine de football et la FIFA, dans leur quête permanente de l'excellence, expriment toujours avec force à travers des stages de ce genre. Cette formation viendra sans doute renforcer vos connaissances dont vous avez tant besoin. Aussi, je vous exhorte à l'assiduité et au sérieux pour qu'au sortir de ces stages, que vous soyez suffisamment outillés pour apporter vos pierres à l'édification de nos footballs qui est en marche. 5 jours durant, les stagiaires vont s'approprier les principes adéquats d'arbitrage afin de bien jouer leur rôle qui est celui d'être un arbitre juste, car un bon match, c'est un bon arbitrage. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à l'intervention du président du collectif indépendant pour la consolidation et la promotion de la démocratie. Bouzou Toro Sanoussi s'est exprimé sur la situation actuelle qui prévaut au Niger et sur l'accord des conventions minières entre l'État du Niger et Areva. Très bonne réception et au revoir.
ou directement que certaines agitations aujourd'hui au niveau de certaines couches sociales s'expliquent par le fait qu'elles soient manipulées par les uns ou les autres. Mais l'histoire a démontré, parce que nous avions été à un moment donné de l'histoire victimes quand on était étudiant de ces genres d'actes. Je rappelle de passage le mouvement de 2006 que l'Union avait engagé. Ce sont les mêmes acteurs qui miroitaient aux étudiants qu'ils peuvent être défendus, même si ils sont exclus, même si ils n'ont pas fait des examens, ils peuvent être défendus. Malheureusement, parmi nous, à l'époque, il y avait des étudiants qui ont été exclus, il y a des étudiants qui ont redoublé le taux de réussite, n'a pas excédé les 8%. L'année a été considérée comme faite. Alors, Président, est-ce que vous considérez justement que ces agissements qu'on a constatés ça et là ces derniers temps sont quelque part dus du côté des étudiants du Médil, sont également dus du fait de ces mêmes acteurs politiques justement? Donc, dire que c'est directement lié, je pense que de ma part c'est trop dit, mais le contexte à partir desquels ces agissements ont eu lieu, bien que les revendications des étudiants étaient un peu antérieures, je ne peux pas directement lier à ça, mais je trouve que quand on essaie de faire une certaine corrélation entre les événements qui se sont succédés, notamment l'attaque perpétrée chez le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, celle aussi des actes de maladies orchestrés au siège du PNDS Tareya et la sortie. Moi, je sais que les étudiants, de la façon dont je connais les étudiants, ils sont instruits, les dirigeants des étudiants aujourd'hui sont plus que jamais avertis, ils ne vont jamais cautionner à ce que ces genres d'actes soient commis. Je pense que c'est une situation qui avait été infiltrée par ceux qui sont aujourd'hui en train de vouloir créer ou lancer un ultimatum pour qu'il y ait une agitation permanente autour du quoi, pour quel objectif, on doit se poser la question. Mais quand même, le dessin tel qu'il est en train de se dessiner, c'est que les uns et les autres, je voudrais attirer leur attention pour que, en tant qu'acteurs de la société civile, qu'ils ne jouent que leur rôle d'acteur de la société civile et de contrepoids. Je rappelle d'abord la base historique de la société civile qui existe d'après les savants. C'est quand les intérêts, par exemple, il peut arriver une situation où les intérêts de la majorité ou de l'opposition peuvent se converger. Là, on va orchestrer un complot contre les peuples. Alors les savants ont réfléchi dans la sphère démocratique de créer une troisième classe qui est la société civile, qui est neutre et qui puisse jouer de contrepoids dans ces genres de situations. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, et c'est malheureux, dans les revendications de la société civile, certains se permettent de même dire qu'ils vont chasser le président de la République, qu'ils vont chasser certaines personnalités des plus hautes institutions de la République, chose que nous ne pouvons pas tolérer en tant qu'acteurs de la société civile. Parce que tout notre combat doit se baser pour l'enracinement donc de la démocratie, dans notre pays. Je suis tout à fait d'accord de la légitimité de leurs revendications, mais je les invite lors des manifestations de privilégier les dialogues, de privilégier les démarches négociatives, de privilégier et d'épargner les biens publics et privés quand ils font leurs manifestations. À l'endroit de l'État, je vais demander à ce que l'État prenne des dispositions nécessaires, surtout au niveau de l'ANAF, pour que le comptable soit multiplié, afin que les paiements puissent être faits à temps. Exactement, hier, c'est intervenu la signature tant attendue de la clause ou du partenariat ou de la convention qui lie l'État du Niger avec Areva. Nous allons nous en tenir à ce que nous avons vu sur les médias, c'est-à-dire au point de presse conjointement animé par le ministre en charge des mines et le représentant d'Areva. Nous avons retenu qu'il y avait eu a priori des exploits qui sont importants, notamment la reconstruction de la route RTA. Mais cependant, il faut souligner, il y a aussi un aspect important qu'il faut souligner, c'est lui, il me semble, de la prise en compte de la clause d'indexation mobile. La clause d'indexation mobile, c'est une clause qui permet aux deux parties signataires d'une convention de modifier et de réviser, comment dirais-je, parfois certaines dispositions de clauses afin que la clause puisse être, la convention puisse être adoptée aux circonstances nouvelles. Je le dis tout simplement
parce qu'on ne peut pas vouloir faire cette analyse sans pour autant tenir compte du contexte international. Parce que même si l'uranium est exploité au Niger, il n'est pas vendu au Niger, il est vendu ailleurs hors de nos frontières, c'est-à-dire la prise en compte du contexte international, elle est fondamentale et elle est prioritaire dans la signature de cette convention. Il me semble qu'avec les événements qui se sont passés, par exemple la question de Fukushima, avait considérablement fait en sorte que les prix de l'uranium soient revus en baisse. Donc, si le prix est revu en baisse, ça veut dire qu'il y a une faible pression par rapport à l'offre. S'il y a une faible pression par rapport à l'offre, il est normal que les prix chutent. Mais dans ce contexte, nous n'allons pas essayer d'exploiter tout simplement pour exploiter sans pour autant avoir un profit très consistant. Notre vision, c'est que la prise en compte du contexte international, selon notre compréhension et qui est objective d'abord, et que nous jugeons objective, a fait en sorte que l'exploitation du gisement du Ararem avait été un peu décalée jusqu'à ce que le contexte sur le marché international soit beaucoup plus favorable à l'État nigérien. De là, j'ai dit, j'encourage les autorités à défendre, comme elles l'ont toujours d'ailleurs fait, les intérêts supérieurs du peuple nigérien, et à ne pas céder à des groupes de pression, ça et là, qui d'ailleurs, ces acteurs de la société civile, qui se sont constitués aujourd'hui pour dire qu'ils vont défendre les intérêts du peuple nigérien. Moi, je me dis qu'il ne faut pas prendre le peuple nigérien comme étant idiot. C'est pourquoi nous avons jugé utile de prendre notre responsabilité, toute notre responsabilité, d'être dans la danse pour éclairer le peuple nigérien par rapport à ce qui est en train de se passer. L'ensemble presque des acteurs de la société civile qui sont en train de faire un combat pour dire qu'ils sont en train de combattre l'impérialisme. Moi, je m'inscris en faux parce que presque l'ensemble, j'ai dit l'ensemble de leur TDR, de leur sensibilisation, de leur formation qu'ils sont en train de tenir ici à Niamey, qu'ils ont pu passer sur les médias, leur financement provient de ces puissances-là. Aujourd'hui, moi, je m'inscris en faux pour dire qu'ils sont en train de combattre ces puissances. Nous sommes revenus, nous allons encore davantage éclairer le peuple nigérien pour qu'ils sachent que ces gens, d'abord un groupe hétérogène qui comporte à son sein les germes de ses propres dislocations, nous les connaissons. Nous les avons suivis quand il a animé des conférences, quand on était étudiant à la place AB. Comment il a animé les conférences? Ils ont des positions directement antagonistes. Des gens qui ne partagent même pas de... Je ne sais pas, aujourd'hui, ils se retrouvent parce qu'il y a un intérêt qui est là, il y a une vision, il y a un dessein. Nous sommes là, non seulement pour les rappeler à l'ordre, de reconsidérer le rôle historique qu'ils doivent jouer en tant qu'acteurs de la société civile, mais aussi d'éclairer le peuple nigérien sur le dessein qui est en train de se faire. Nous n'allons jamais nous laisser faire. Un autre point que je voudrais souligner, c'est celui relatif exclusivement à la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui doit comprendre, surtout la jeunesse qui a tant chômé, qui a suivi tout ce qu'elle a suivi dans les années passées avant l'avènement de ces régimes. Les gens ont été clochardisés, les gens ont été, par exemple, quand on était étudiant, dans une année, vous ne pouvez recevoir qu'un mois de bourse. Au niveau de la jeunesse doit faire attention. Pendant plus de combien d'années, les gens souffrent de problèmes de chômage, surtout la jeunesse qui a étudié, qui a des diplômes. Ces gens-là, qui prétendent aussi être des messies en matière de la société civile, n'ont jamais réussi à créer un canal qui permettra aux étudiants d'avoir, juste après votre étude, être accessibles à l'emploi. Ils n'ont jamais créé ces conditions. Il a fallu l'avènement, ça je le souligne haut et fort, l'avènement des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, pour que cette situation arrive à connaître une issue heureuse, celle de décongestionner le taux de chômage, de réduire considérablement le taux de chômage en créant des emplois, en recrutant les jeunes diplômés pour qu'ils puissent valablement servir l'administration nigérienne, qu'ils puissent valablement servir le Niger. Et un autre aspect, et aujourd'hui, ces agitations s'expliquent tout simplement par le fait que le régime actuel est en train de travailler, il est en train de faire du concret. Il a réussi un exploit qui était là, qui n'a pas pu être réalisé depuis 1936. Le chemin de fer. D'autres pensent qu'on ne peut pas faire des chemins de fer ici, comme s'ils n'ont jamais, entre les goudrons, comme s'ils n'ont jamais voyagé à l'extérieur, qu'ils partent ici à Abuja ou à Lagos, voir comment c'est situé. Tout simplement pour détourner la conscience des populations et les monter contre leurs dirigeants. Je pense que les gens doivent faire attention. Les grands chantiers engagés en tant que défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie, en tant que ceux qui luttent
pour que les libertés fondamentales soient sauvegardées et que l'intérêt du peuple soit prioritaire par rapport à tout, nous demandons et nous allons exiger au président de la République à ce que tout ce qui est contenu, toutes les actions contenues dans les programmes de renaissance puissent être réglées, même si par ailleurs la réussite des actions serait un mobile pour les uns et les autres de s'agiter, de créer une agitation permanente pour saboter et empêcher l'avancement de ces travaux. Nous demandons au président de persévérer. Ceux qui pensent que la loi minière de 2006 n'a pas été respectée et que le contrat est déséquilibré, d'abord, la signature avait eu lieu hier. Cela veut dire que je les ai écoutés sur les ondes. Ils ont dit qu'ils ne sont même pas en possession des documents qui contiennent toutes les clauses contractuelles. Donc, je me pose la question, sur la base de quoi ils sont en train de faire leur appréciation. La simple appréciation que moi je vais faire à cela, elle est relative à ce qui avait été dit par le ministre en charge des mines et par le représentant d'Areva, que je considère d'abord il y avait eu un exploit, celui de la construction d'une clause qui consiste à reconstruire la route RTA, la route Arlit-Tawa, celle qui consiste aussi à prendre en compte la sphère ou bien le climat international, en prendre en compte aujourd'hui la baisse du prix de l'uranium, parce qu'on ne peut pas accepter d'exploiter notre uranium et de le vendre à vil prix, alors qu'après nous, il y aura d'autres générations. Moi, je salue la prudence de nos autorités actuelles qui ont pu mener les négociations jusqu'à l'aboutissement heureux de ça, parce qu'elles ont tenu compte du futur.